Ok, dans cette vidéo, je vais te partager des techniques de négociation que j'utilise à chacune de mes opérations immobilières. Et je ne vais pas entrer dans des conseils trop génériques, on va vraiment essayer d'aller dans le concret, aller dans des techniques testées et prouvées que j'ai essayé moi-même et qui m'ont permis de négocier plus de 100 000 euros sur mes 3 dernières opérations. Et je ne vais pas te parler que du vendeur, je vais te montrer vraiment comment négocier avec tous les interlocuteurs que tu rencontreras dans ton parcours d'investisseur, parce que c'est hyper important de comprendre que la négociation ne se joue pas qu'à l'achat. Tu vas avoir affaire aux vendeurs en direct, à des agents immobiliers, à des artisans, à des notaires, à ton banquier, etc. Parce que chaque euro que tu négocies et chaque point que tu négocies, c'est justement de l'argent qui reste dans ta poche. Et à la fin de cette vidéo, tu auras justement tout un arsenal complet, toutes les armes pour pouvoir négocier au mieux sur ta ou tes prochaines opérations. Avant que cette vidéo débute, je tiens à t'informer que j'offre un dernier consulting totalement gratuit en privé avec moi en one-one, où je te partage un plan d'action personnalisé avec une stratégie sur mesure pour démarrer en immobilier locatif. Il suffit simplement pour ça de m'envoyer un mot, le mot consulting sur WhatsApp, le lien est en description. Sur ce, on continue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu comprennes un truc fondamental. Dans une opération immobilière, tu ne négocies pas une seule fois. Tu négocies en permanence, toutes les heures, tous les jours, tout le temps, avec des interlocuteurs différents, à des moments différents, avec à chaque fois des enjeux qui sont différents, mais pour un projet commun. Le prix d'achat, forcément, c'est la négociation la plus visible, c'est celle dont on parle le plus, mais c'est loin d'être la seule, parce que tu négocies avec tes artisans pour les travaux, tu négocies les conditions de ton crédit bancaire, tu négocies les conditions de ta rédaction de compromis aussi avec le notaire, tu négocies même avec les agents immobiliers pour qu'ils travaillent de ton côté, dans ton intérêt, et la somme finalement de toutes ces négociations mises bout à bout, ça peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, et c'est la différence entre une opération moyenne et une excellente opération. On va commencer bien sûr par la négociation principale, celle avec le vendeur, celle où tu peux gagner le plus d'argent. Avant ça, il faut être prêt, il faut savoir, avant de négocier, se préparer. La négociation, elle ne commence pas quand tu fais ton offre, elle commence bien avant, elle commence par toute la préparation qu'il y a en amont. Avant de négocier, tu dois tout savoir, tout connaître, connaître le marché, connaître le bien, connaître le vendeur également, à combien se vendent les biens similaires dans le quartier, depuis combien de temps le bien est en vente, est-ce que le prix a déjà baissé, est-ce qu'il y a des offres qui ont déjà été remises, est-ce qu'elles ont été acceptées, refusées, oui ou non, pourquoi. Tu vas utiliser des outils comme DVF pour les historiques, pour les données de prix, les annonces comparables. Tu vas utiliser aussi Castorus pour savoir depuis combien de temps le bien est en vente, pour pouvoir négocier avec le vendeur. Tu vas aussi connaître en amont tous les défauts du bien, quels sont les travaux nécessaires, quel est le DPE, est-ce qu'il y a des problèmes de copro. Chaque défaut finalement que tu vas retrouver, que tu vas pouvoir donner, c'est un argument de négociation. Le vendeur aussi, pourquoi est-ce qu'il est pressé de vendre, est-ce qu'il y a une raison précise, est-ce qu'il y a une succession, un divorce, une mutation, peu importe. Un vendeur qui est pressé, qui a des raisons de vouloir partir, de vouloir vendre vite, il acceptera forcément une offre plus basse, plus facilement qu'un vendeur qui peut se permettre d'attendre. Et toutes ces infos, tu les récoltes avant de faire ton offre. Tu poses des questions à l'agent, tu regardes les documents, tu observes, tu comprends la psychologie du vendeur. Un vendeur, c'est pas juste quelqu'un qui te demande de l'argent en échange de son bien, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a des émotions, qui a des contraintes, qui a des motivations, des envies, des peurs. Et certains vendeurs, il faut bien le comprendre, ont un attachement émotionnel aux biens qu'ils vendent. Soit ils y ont vécu pendant des années, ils ont peut-être des souvenirs à l'intérieur, et pour eux, le prix, c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de reconnaissance de la valeur de leur bien, aussi une reconnaissance de savoir à qui ils vont le revendre. Et avec ce type de vendeur qui représente la grande majorité, tu ne dois pas t'attaquer au bien. Tu dois au contraire le valoriser, montrer que tu apprécies le bien, que tu vas en prendre soin, que tu as un projet sérieux, et ensuite seulement tu peux parler de prix, mais il faut d'abord montrer ton intérêt. D'autres vendeurs, au contraire, sont purement pragmatiques, ils veulent vendre vite, ils veulent un acheteur solide, quelqu'un qui a la capacité financière. Ils veulent juste que ça se passe sans problème finalement. Avec eux, tu mets en avant ta fiabilité, ton financement, ta capacité à aller vite, à prendre les bonnes décisions. Et puis il y a aussi les vendeurs pressés, ceux qui doivent vendre pour une raison précise, mutation, divorce, succession, besoin de liquidité comme on l'a vu. Avec eux, tu as un levier énorme, tu peux proposer des prix plus bas en échange d'une transaction rapide. Et maintenant, on va passer bien sûr aux techniques concrètes pour pouvoir appliquer tout ça, mais il faut bien comprendre toute la psychologie, comme je le disais, qu'il y a derrière pour savoir quoi faire. Première technique, c'est l'ancrage. Le premier chiffre posé dans une négociation influence tout le reste. Si le vendeur, par exemple, te demande 200 000 euros à l'achat et que tu proposes 175 000 bien sûr, la négociation va se faire entre ces deux chiffres. Si tu proposes 185 000, par exemple, parce que tu as peur de proposer trop bas, tu as déjà perdu 10 000 euros de marge potentielle de négociation. Il ne faut pas avoir peur de proposer bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de remettre plusieurs offres, de faire du volume pour pouvoir tomber sur la personne qui va être réceptive. Bien sûr, il ne faut pas faire des offres ridiculement basses, il ne faut pas que ça soit insultant pour le vendeur, mais il faut que ça soit suffisamment bas pour te laisser de la marge de manœuvre. Si tu dis que ton prix max est 185, bah forcément, tu ne vas pas proposer 185 tout de suite, tu vas proposer un petit peu en dessous. Le vendeur va contrer, vous allez vous retrouver quelque part au milieu, et ensuite, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Deuxième technique de négociation, c'est le silence. Quand tu fais une offre, tu donnes ton prix, et généralement quand tu es au téléphone en direct, tu te tais, tu attends.
Tu te justifies pas pendant 10 minutes, justement, tu ne trouves pas d'excuses, tu poses ton chiffre, tu attends, et le silence, c'est une arme très puissante parce que ça va souvent mettre l'autre personne en face de toi mal à l'aise. La personne va commencer à parler, à se dévoiler, à se justifier elle-même, et parfois même à te donner des points, des arguments de négociation contre elle-même, qui vont aller à ton avantage. C'est contre-intuitif, bien sûr, mais le silence, c'est une arme redoutable, alors utilise-la à bon escient. Troisième technique, les arguments factuels. Quand tu négocies, forcément, tu vas pas juste dire « c'est trop cher ». Tu vas donner des raisons justifiables, valables. Tu vas dire bah, « les biens similaires dans le quartier se sont vendus à tel prix, le DPE étant F ou G, ce qui implique tel montant de travaux par exemple, la toiture commence à avoir 30-40 ans, il faudra la refaire bientôt ». C'est des faits, c'est concret, c'est factuel, c'est des chiffres, c'est des éléments objectifs, et ce sera beaucoup plus difficile à contrer qu'une impression subjective, et ça montrera aussi que tu as fait un travail d'approfondissement, de recherche, et que tu es quelqu'un de sérieux. Quatrième technique, c'est la monnaie d'échange. Tu ne vas pas simplement demander pour le coup une baisse de prix, tu vas proposer quelque chose en échange. Par exemple, tu dis je vous propose tel prix, mais en contrepartie, je peux signer rapidement. En contrepartie, je vous propose ce prix avec une condition suspensive réduite. Ou par exemple, vous avez énormément de meubles, vous allez devoir tous les déménager ou faire appel à quelqu'un pour les emmener en déchetterie, peu importe. Moi, je peux gérer ça pour vous. Vous avez des locataires embêtants, je peux m'occuper de l'éviction. Ça donne au vendeur l'impression de ne pas juste céder, mais de procéder à un échange équitable. C'est psychologiquement plus acceptable pour lui. Et c'est pour ça que vous devez utiliser ce genre de technique pour ne pas vous focaliser uniquement sur le prix si jamais, en plus de ça, ça bloque. Cinquième technique, le « je dois en parler à quelqu'un ». Tu prends jamais la décision seul, à moins que tu investisses seul sur le moment. Et même si tu es seul à décider, tu dis toujours « voilà, je vais devoir en parler à mon associé, à ma femme, à mon mari, à mon conseiller, peu importe ». Ça va te donner du temps, ça réduit la pression, ça te permet de revenir avec une contre-proposition sans perdre la face si jamais tu es pendant une vente en direct ou au téléphone avec le vendeur ou l'agent immobilier. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur l'immobilier locatif, je t'ai fait une formation totalement gratuite, une masterclass de plus d'1h30 pour apprendre à acquérir ton premier bien rentable sans faire d'erreur en 100 jours. Le lien est en description. Sur ce, on continue. Autre interlocuteur très important, l'agent immobilier. C'est un interlocuteur assez particulier parce qu'il est ni vraiment ton allié, ni vraiment ton adversaire. Il est un peu entre les deux. Son intérêt premier, c'est que la vente se fasse dans les meilleures conditions. Parce que lui, il est payé à la commission. Donc pas de vente égale pas de commission. Ça veut dire deux choses. D'abord, il a intérêt à ce que tu achètes, et ensuite, il a intérêt à ce que le vendeur accepte ton offre. Bien sûr, il va défendre son client, mais ton objectif, c'est aussi de le mettre de ton côté, de faire en sorte qu'il travaille pour que ton offre soit acceptée, plutôt que de te mettre des bâtons dans les roues. Donc comment faire pour que l'agent immobilier devienne finalement ton allié? Première chose, montre que tu es un acheteur sérieux, que tu es finançable, que tu sais ce que tu veux, que tu es prêt à avancer vite. Il va forcément privilégier les acheteurs sérieux au détriment des acheteurs peu scrupuleux ou qui ne remplissent pas toutes les conditions. Deuxième chose, extrais un maximum d'informations. L'agent en sait souvent beaucoup plus qu'il ne le dit ou qu'il ne veut bien t'en dire. Et pose un max de questions. Depuis combien de temps le bien est en vente? Est-ce qu'il y a eu d'autres offres? Pourquoi le vendeur veut vendre? Quelle est sa situation? Tu vas poser vraiment des questions de manière naturelle, mais assez précise pendant la visite, pendant les conversations, pas comme un interrogatoire. Et tu vas écouter finalement attentivement les réponses qu'il va te donner. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir proposer un prix juste et aussi montrer que tu portes de l'intérêt à la vente et au bien concerné. Troisième levier, utilise-le aussi comme intermédiaire. Quand tu fais une offre basse, tu peux dire à l'agent, je sais que c'est en dessous du prix demandé, mais voilà mes arguments. Est-ce que vous pensez que le vendeur pourrait considérer cette offre au vu de ça et ça et ça qu'il y a à faire? Ça met l'agent dans une position de conseiller. Il va souvent dire ce que le vendeur est vraiment prêt à entendre, à accepter, et il va présenter ton offre de manière plus favorable. Quatrième chose, ne le mets jamais en position d'adversaire. Même si tu sens qu'il pousse pour un prix un peu plus élevé, reste poli, reste cordial, tu auras peut-être besoin de lui pour d'autres biens par la suite. Un agent qui t'apprécie te fera remonter les bonnes affaires, les biens off-market avant les autres, et ça c'est un gros avantage. Ensuite, autre interlocuteur très important avec lequel négocier, bien sûr, les artisans. C'est un poste de négociation qu'on oublie trop souvent. Pourtant, sur une rénovation, les travaux ça peut représenter 20, 30, 50% du coût total de l'opération, et négocier avec un artisan, ça va pas du tout être comme négocier avec un vendeur. La relation va être différente, l'artisan va travailler pour toi, tu vas potentiellement travailler avec lui pendant des semaines, voire des mois, peut-être même des années si tu le gardes par la suite pour d'autres opérations. Tu veux qu'il fasse du bon travail, tu veux pas qu'il bâcle parce que tu l'as pressé sur le prix, par exemple. Et pour ça, il y a plusieurs leviers de négociation, comme avec la vente. Premier levier, les devis multiples. Tu fais chiffrer au minimum, au grand minimum, 2 devis différents. 3, 4, 5, c'est l'idéal. Pas pour prendre le moins cher à tout prix, bien sûr, mais vraiment pour avoir une idée du marché et pouvoir dire, ok, bah voilà, moi, ça m'intéresse de travailler avec vous, mais j'ai un autre devis pour le même travail, bah, le voilà sous le nez, que vous pouvez vous aligner avec ça. Deuxième levier, le volume. Si tu as plusieurs chantiers à venir, ou si tu peux grouper plusieurs postes avec le même artisan, tu as un pouvoir de négociation supplémentaire. Tu peux dire, voilà, moi j'ai cette opération-là, mais derrière, je prévois d'en faire une autre encore plus grosse, ou 3 autres, etc. Et si on travaille bien ensemble sur celle-ci, bah voilà, je vous confierai les suivantes. Et forcément, lui, il sait qu'il va avoir du travail, et ça va le pousser à te faire confiance, et à te proposer du travail de qualité et une relation de qualité. Troisième levier, le timing. Un artisan qui a un trou dans son planning sera beaucoup plus enclin à négocier qu'un artisan qui
qui est en surménage et qui a énormément de demandes. Si finalement tu peux être flexible sur les dates de rénovation de chantier, alors mentionne-le. Quatrième levier, le paiement. Certains artisans préfèrent être payés assez rapidement, même avec une petite réduction, plutôt que d'attendre 60 jours. Donc tu peux proposer, par exemple, un paiement à 30 jours contre une remise de 5%, c'est tout à fait envisageable. Cinquième levier, la simplicité. Tu prépares bien le chantier, tu es disponible pour les questions, tu ne changes pas d'avis tout en cours de route, tu as un plan d'action clair et précis, tu t'adaptes. Plus un chantier est simple, moins ce sera de stress pour l'artisan et plus ça pourra justifier un meilleur prix. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, il y a des erreurs à éviter, il ne faut pas négocier à l'excès avec l'artisan. Un artisan qui se sent mal payé va davantage fournir un travail bâclé, va bâcher le travail, prendre du retard ou trouver justement des extras de facturer par la suite. Tu veux un prix qui est juste, pas le prix le plus bas possible, mais forcément on ne va pas comparer des devis qui ne sont pas comparables. Un devis à 15 000 € avec des matériaux de qualité et une garantie décennale qui est à jour, c'est pas la même chose qu'un devis à 10 000 € avec des matériaux bas de gamme et un artisan qui n'est pas assuré. Construis donc une relation de confiance. Un bon artisan, c'est de l'or. Si tu le trouves, tu le gardes à vie. En tout cas, jusqu'à temps qu'il arrête. Tu le payes correctement, tu le recommandes, il te renverra l'ascenseur sur les prochains chantiers, sur les prochaines opérations que tu vas faire. Ensuite, on va voir la partie avec le banquier. Dernière négociation, à mon sens, c'est pas des moindres, celle avec la banque. La plupart des gens pensent que le seul élément négociable, c'est le taux. Mais arrêtez, bordel, de négocier le taux. C'est vraiment la pire des choses à faire. Tu peux négocier beaucoup mieux que ça, beaucoup plus que ça. Le taux, c'est vraiment une stratégie secondaire. Ce qui se négocie vraiment, au-delà du taux, et vraiment le taux, c'est vraiment un dernier recours parce que c'est là-dessus que la banque marche. Et si tu commences à l'embêter, à aller négocier un taux à 3,2, 3,3, 3,4 au lieu de 3,5, franchement, c'est pas là-dessus que tu peux économiser le maximum. Et voilà, les taux, c'est totalement de marge, c'est encadré, les banques ont des grilles pour ça. Pour moi, il y a vraiment 3 critères essentiels à négocier. Le premier, c'est l'apport que tu vas mettre dans le projet. Pour ça, tu dois structurer un dossier et un profil bancaire sain et solide pour pouvoir justifier de mettre un minimum d'apport. Ensuite, en deuxième lieu, c'est le différé de remboursement. C'est un outil ultra puissant. Tu vas pouvoir demander à ne pas rembourser le capital pendant les premiers mois, voire les 1, 2, 3 premières années. Le temps de faire les travaux, le temps de rénover, de trouver un locataire, etc. Ça te permet de préserver ta trésorerie et justement de te constituer un matelas de sécurité ou de gérer les imprévus à venir. Et enfin, troisième point pour moi, c'est la durée. Forcément, plus tu investis sur du long terme, plus tu investis sur une durée longue, plus tu vas avoir des mensualités basses, donc plus tu vas pouvoir te dégager de cash flow et ne pas trop impacter ta capacité d'emprunt et avoir une opération d'autant plus rentable. Bien sûr, il ne faut pas forcément tout le temps viser du 25 ans. Ça dépend de ta stratégie, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Mais tu as des opérations qui, sur du 20 ans, peuvent tout à fait suffire. Mais en tout cas, voilà. Donc, dans un premier temps, l'apport. Deuxième temps, le différé. Troisième temps, la durée de prêt. Ensuite, il y a un autre point qui peut être intéressant à négocier, ce sont les IRA, les indemnités de remboursement anticipées. Si jamais tu prévois de revendre ou de rembourser par anticipation une grosse partie, tu peux négocier pour les réduire, voire les supprimer. C'est peut-être pas quelque chose à faire en priorité, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée de le faire si c'est quelque chose que tu veux négocier également. Tu peux aussi négocier la modularité de ton prêt, c'est-à-dire est-ce que tu vas pouvoir revoir ton prêt à la hausse ou à la baisse. C'est une flexibilité assez précieuse et ça te permet d'avoir du pouvoir face à la banque. Ça te permet par exemple de dire, bah tiens, là finalement sur du 20 ans, en fait c'est rentable et donc bah finalement 23 ans que j'ai demandé, c'est peut-être pas si bien et je préfère rembourser plus rapidement sur moins d'années. Ou alors au contraire, tu dis, bah j'ai envie d'aller chercher encore plus de rendement et tu vas négocier sur tu vas prolonger sur, au lieu du 20 ans, tu vas prolonger sur 23, 25 ans peut-être, ça dépend de la banque dans laquelle tu es et de ton interlocuteur encore une fois. Il faut que tu comprennes qu'en fait la banque, pour négocier avec une banque, il faut avoir du pouvoir. Le pouvoir aussi, ça vient de la concurrence, parce qu'il n'y a rien de plus gros. Toi, tu es un petit poisson au milieu de la mare pour la banque, tu n'es rien du tout. Par contre, si tu fais jouer la concurrence, que tu as l'air d'être un bon client, que tu as un bon profil, un bon dossier, bah, tu peux aller faire jouer la concurrence, et tu vas pas aller voir une seule banque, tu vas aller en voir 1, 2, 3, 4, 5, enfin, autant que nécessaire. Et si jamais, comme avec les artisans, tu vois que, voilà, avec telle banque, tu le sens mieux, tu as un meilleur feeling, mais qu'il y a des petits détails qui passent, et qu'ailleurs on te propose mieux, mais que le feeling est moins bien passé, bah, tu dis, voilà, on m'a proposé ça ailleurs, moi j'ai vraiment envie de travailler avec vous, est-ce que vous pourriez vous aligner là-dessus? Et c'est comme ça que tu vas obtenir de meilleures conditions, pouvoir négocier ces conditions de manière plus souple, sans que ça soit trop frontal. Bien sûr, je le dis depuis le début, une autre source de pouvoir, bah, c'est ton profil. Un bon profil bancaire, c'est quelqu'un que les banques veulent à tout prix comme client, avec des revenus stables, avec de l'épargne constante et régulière, des comptes bien tenus, pas de crédit à la consommation, pas ce genre de choses. Si tu as un bon profil, tu es en position de force et les banques vont peut-être pas se battre pour t'avoir, mais en tout cas, elles vont accepter beaucoup plus facilement ta négociation et de t'avoir comme client. Pour finir un peu, je vais te donner quelques principes universels qui s'appliquent à toutes les négociations en général, quel que soit l'interlocuteur. Premier principe, celui qui a le plus d'options a le plus de pouvoir. Si tu as plusieurs biens en vue, tu peux te permettre de négocier plus sereinement, de remettre beaucoup plus d'offres sans avoir la crainte que si tu fais une offre trop basse ou au mauvais prix, ça te passe sous le nez. Si tu as plusieurs banques, c'est la même chose. Si tu as plusieurs artisans, c'est également la même chose. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, c'est un principe assez simple, assez basique, mais il faut bien le rappeler. Deuxième principe, la négociation, c'est pas un combat, c'est une recherche de compromis, de terrain d'entente. Tu ne veux pas écraser l'autre, tout comme tu ne veux pas te laisser écraser. Tu veux trouver un accord où les deux parties sont satisfaites, où tout le monde est content. Une négociation où l'autre va se sentir un peu volé, un peu trompé, ça finit toujours mal. Troisième principe, prépare-toi en amont, structure-toi. La négociation se gagne avant la bataille, avant de commencer. Je dis que c'était pas une bataille, mais tu comprends le délire. Plus tu as d'informations, plus tu es en position de force, plus tu connais tes limites, plus tu es confiant. Quatrième principe, sois prêt à partir. Le meilleur levier de négociation, c'est être capable tout simplement de dire un non.
Si tu es désespéré, si tu quémandes, ça se voit, et tu négocieras toujours plus mal. Si au contraire tu es prêt à renoncer, si tu es détaché de tout ça, tu négocieras beaucoup mieux parce que tu n'auras rien à perdre. Enfin, cinquième et dernier principe, chaque euro compte sur une opération immobilière. Tu négocies peut-être 10 000 euros sur le prix, 3 000 euros sur les travaux, 2-3 000 euros sur le crédit. Au total, ça fait 15 000 euros. Et c'est un montant qui est non négociable et c'est un montant que tu ne verras pas si jamais tu le perds. Et c'est ça qui est terrible, c'est comme ça que des gens perdent des dizaines de milliers d'euros sans le voir parce que bordel, vous ne négociez pas assez et vous n'êtes pas assez pointilleux là-dessus. Donc ne laissez pas cet argent invisible à vos yeux sur la table par flemme ou par peur de négocier. Si jamais tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites qu'on étudie ensemble ta ou tes problématiques, notamment sur cette partie négociation qui englobe vraiment tous les aspects, tous les points dans une opération immobilière, je t'invite à m'envoyer un message directement sur WhatsApp, je verrai comment je peux t'aider avec grand plaisir. Le lien est en description, il suffit simplement de cliquer, ça t'ouvrira directement une conversation privée avec moi. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.